C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Chaque année, de nouveaux cas de diabète sont enregistrés tant chez les adultes que chez les enfants. Le diabète infantile, nous en parlons ce soir dans ce nouveau numéro de Check-up. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. À tout de suite pour la suite. Test de glycémie, injection de l'insuline, contrôle de l'alimentation. Ce n'est pas facile pour un enfant diabétique de gérer sa maladie au quotidien. Qu'est-ce que le diabète de l'enfant? Quelles sont les répercussions sur la vie de famille? Et quels sont les progrès qui facilitent aujourd'hui la vie de l'enfant? Ce sont des questions auxquelles va répondre notre invité. Mais avant, voici ce qui nous attend dans ce programme. Au sommaire de Check-up cette semaine, le diabète infantile. Une maladie de plus en plus diagnostiquée dans les hôpitaux au Cameroun. Quelles sont les causes de cette pathologie? Comment contrôler sa glycémie et prévenir le diabète? Qu'en est-il de la prise en charge de cette maladie au Cameroun? Docteur Rita Mbono, pédiatre endocrinologue, vous en parle dans cette édition de Check-up. Le difficile quotidien des jeunes patients atteints du diabète infantile, c'est un reportage à suivre également dans votre magazine de la santé. Dans ce numéro de Check-up, vous aurez également toutes les astuces sanitaires pour remédier à la mauvaise haleine dans la rubrique La chronique du dentiste. Et au bas de votre magazine de la santé, des spécialistes répondront à vos préoccupations. On reçoit donc le docteur Rita Mbono. Elle est pédiatre endocrinologue en service à l'hôpital Lakentini de Douala. Bonsoir docteur. Bonsoir Mireille. Alors par quoi se caractérise le diabète de type 1? Le diabète de type 1, c'est une forme de diabète qui est retrouvée chez l'enfant dans la plupart des cas et qui va se manifester par plusieurs choses. C'est l'enfant qui commence à boire beaucoup, c'est l'enfant qui urine plusieurs fois dans la journée et c'est l'enfant qui, étant déjà propre, recommence à mouiller son lit. C'est un enfant qui mange beaucoup et malgré le fait qu'il ait un bon appétit, va commencer à perdre du poids. Et si rien n'est fait, il va évoluer vers des complications qui peuvent se manifester par des douleurs abdominales, une difficulté à respirer, des vomissements et dans les cas les plus graves, un coma qui peut aboutir au décès si rien n'est fait. Alors pourquoi il y a explosion du diabète de type 1? Nous dirons que le diabète de type 1, nous pensons qu'avant, il était moins bien connu qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une augmentation de l'incidence, parce qu'avant, il y avait moins de professionnels de la santé qui connaissaient la maladie. Il y avait moins de diagnostics, parce que, par exemple, la réalisation de la glycémie ne se faisait pas systématiquement chez les enfants dans les structures sanitaires, vu que la plupart des gens pensaient que le diabète, c'était une maladie de l'adulte et pas de l'enfant. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des spécialités, le nombre de spécialistes qui connaissent la maladie est croissant et également les formations qui sont organisées non seulement dans le cadre des structures qui organisent des activités pour la Journée mondiale du diabète et même dans la formation continue des étudiants en médecine, l'accent est mis sur la connaissance du diabète, ce qui pourrait expliquer pourquoi dans notre contexte aujourd'hui, nous avons plus de diagnostics, nous avons plus de personnes qui sont attentives et qui ont la formation pour reconnaître les signes du diabète. Docteur, généralement, les enfants qui viennent et chez qui on décèle un diabète ont souvent, quelle est souvent la moyenne d'âge? Au Cameroun, beaucoup plus les adolescents, entre 11 ans et 16 ans. Mais étant donné que le diagnostic s'est affiné, parfois nous avons aussi des tout jeunes. D'ailleurs, notre plus jeune patient au Cameroun avait 9 mois. Donc on peut voir des tout jeunes
mais la plupart du temps, c'est les adolescents. Docteur Rita, vous rencontrez chaque jour au quotidien, dans l'exercice de votre fonction, des enfants diabétiques, des parents d'enfants diabétiques. Est-ce que c'est souvent facile pour ces parents-là d'accepter lorsqu'on leur dit, voilà, le diagnostic est posé, votre enfant souffre de diabète? Les parents sont souvent désemparés lorsqu'on leur annonce le diagnostic. Certains se disent le diabète, ça ne peut pas exister chez l'enfant, c'est une maladie de l'adulte, c'est la croyance populaire. D'autres se disent c'est un mauvais sort. D'autres se disent encore, est-ce que mon enfant a mangé trop de sucre, c'est pour ça qu'il est malade? Donc l'acceptation de la maladie n'est pas toujours évidente. Et parfois l'acceptation peut arriver plusieurs mois après le diagnostic. Surtout lorsqu'on dit aux parents qu'une fois que la maladie s'est déclarée, l'enfant va vivre et grandir avec le diabète. Ça, c'est un élément qui va les désarmer et souvent ils ont du mal à accepter le diagnostic. Vu que le diabète est une maladie chronique. Alors, je vous propose, docteur Rita, d'écouter ce parent rencontré au service d'endocrinologie pédiatrie de l'hôpital La Quintine de Douala, qui fait un témoignage. Elle a un enfant qui aujourd'hui est âgé de 18 ans et qui souffre de diabète. D'ailleurs, cet enfant s'est également exprimé. C'est un reportage que signe Elisabeth Ngawou, Marius Kosso. Environ 1000 enfants et jeunes adultes sont touchés par le diabète au Cameroun. Il s'agit précisément des enfants dont l'âge varie entre 0 et 21 ans. D'après le ministère de la Santé publique du Cameroun, cette maladie chronique, caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, encore appelée hypoglycémie, est la 5e cause de mortalité et représente 2% des décès annuels. Le diabète de type 1, qui nécessite des piqûres d'insuline plusieurs fois par jour, connaît une forte hausse chez les enfants de moins de 15 ans. Autrefois considéré comme réservé aux adultes, le diabète chez les enfants se répand aussi de façon alarmante. Partout le même constat, le changement de mode de vie et d'alimentation constituent les deux causes essentielles de ce véritable fléau. La consommation excessive d'aliments gras et sucrés et le manque d'activité physique que l'on observe chez de nombreux enfants joue un rôle certain dans l'apparition de cette maladie. J'ai eu le diabète à l'âge de 15 ans. Ça arrive aussi subitement comme ça. Moi, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait être diabétique un jour. Car on dit que le diabétique a toujours été la maladie des vieux. J'ai été étonné qu'un jeune comme moi, à l'âge de 15 ans, puisse avoir un diabète. Jusqu'à là, moi, je n'y croyais pas. Je disais toujours que peut-être c'est une sorcellerie qu'on m'a lancée. Peut-être, je ne sais pas quoi, ou bien c'est pas où il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. D'après les spécialistes de santé, les pédiatres, endocrinologues précisément, il y a comme un déni de la maladie après le diagnostic. Pour un enfant qui ne demande qu'à vivre, il n'est pas question de déceler en lui une maladie durable et dont le quotidien se résumerait en la prise de leur glycémie au moins 3 fois par jour. Difficile de faire comprendre cela aux parents et au regard du coût élevé du traitement, les médecins préconisent une meilleure hygiène de vie dès le bas âge. Tu rentres avec moi? Non, Salimata, je dois aller chez le docteur. Le docteur? Tu n'as pas l'air malade. Pourtant, je dois le voir souvent parce que j'ai le diabète. Le diabète? Viens avec moi, il va t'expliquer et puis moi, je n'ai pas tout compris. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, Tidiane. Je suis venu avec Salimata qui est dans ma classe. Elle voulait comprendre ma maladie. Très bien. Le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Ton camarade Tidiane a le diabète parce que son corps ne fabrique plus une substance que l'on appelle insuline. L'insuline a pour rôle de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Notre corps a besoin de l'insuline pour vivre. Ainsi, le corps de Tidiane ne fabrique plus d'insuline. Nous lui donnons de l'insuline pour remplacer celle qui lui manque. Mais comment on fait ça? Mes parents me font une piqûre d'insuline tous les matins et une autre tous les soirs. Le docteur les a bien expliqué comment faire et ça me fait même pas mal. Ça marche bien?
Oui, mais je dois faire des piqûres d'insuline toute ma vie parce que mon corps n'en fabriquera plus jamais. Alors c'est impossible d'oublier que j'ai le diabète. Les piqûres ne suffisent pas à bien se soigner. Tidiane doit aussi faire attention à sa nourriture. Comme quoi? Comme toi, je dois avoir une bonne alimentation qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour bien grandir et surtout de l'énergie le matin, le midi et le soir. C'est comme moi alors? Pas tout à fait. Tidiane ne doit pas manger les aliments très sucrés comme les bonbons, les jus et les sodas par exemple. Il ne doit pas manger entre les repas. Mais Tidiane, je t'ai vu manger hier après-midi en sortant de l'école? Oui, mais seulement les jours où je fais sport. J'ai le droit de manger un petit sandwich avant. Et tous les matins à la récréation, j'ai le droit aussi, mais pas un sandwich aussi gros que le tien. Et n'oublie pas, Tidiane, que tu dois toujours avoir 2 carreaux de sucre dans ta poche. Du sucre? Mais je croyais que tu ne pouvais pas. Mais non, c'est seulement si je ne me sens pas bien et que le sucre dans mon sang est trop bas. Ça arrive si je n'ai pas assez mangé ou bien que j'ai beaucoup couru. Cela s'appelle l'hypoglycémie. Et comment ça fait? Je transpire beaucoup, je tremble et j'ai la tête qui tourne. Alors je m'assois et je mange tout de suite mes 2 carreaux de sucre et ça passe. Tu te rappelles que tu dois alors venir me voir rapidement pour que l'on comprenne ensemble pourquoi tu as fait le malaise. D'accord? Oui, c'est bien compris. Tu vois, Salimata, ton camarade, malgré son diabète, peut vivre comme les autres enfants. Allez, je vous raccompagne les enfants. Vu le conseil que le docteur me donnait, je ne respectais pas. Quand je ne respectais pas, j'ai constaté que le conseil que le docteur me donne, c'est ça qui n'est pas appliqué, c'est ça qui me lance dans une mauvaise posture. Par exemple, le docteur m'a demandé de prendre l'insuline avant de manger. Il dit que non, moi c'est pas diabétique, il veut manger comme ça. Quand je prends mon petit frère à la maison, il a mangé même, il est pété qu'à 0,70. Moi j'ai mangé lorsque je prends ma part, je me trouve à 5, à high qui veut dire choses élevées. C'est d'où, vu les complications que j'ai fait, tout et tout, ma maman a toujours été à côté de mon papa, vu les souffrances, j'ai accepté que j'ai été diabétique et d'où j'ai commencé à respecter le régime. Aujourd'hui, moi, je vois et je constate sur moi, je ne ressemble qu'à une personne qui a du diabète. Depuis qu'elle commence à respecter le régime, respecter les conseils, tout ce qu'on fait, je vois que aujourd'hui, si on ne te dit pas que c'est diabétique, toi tu ne peux pas croire. Si le diabète n'est pas contrôlé, il peut, avec le temps, endommager le cœur, les reins, les nerfs et bienvenue d'autres maladies dans le corps de cet enfant. Il y a donc nécessité de sensibiliser les populations. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer chaque 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Cette année, le thème retenu est « Accès aux soins du diabète ». Dans les hôpitaux et autres centres de santé, il est organisé des campagnes de dépistage gratuit du diabète ainsi que des causeries éducatives pour accompagner les patients dans le traitement de cette maladie. Docteur Rita Bono, on a écouté le parent, on a écouté l'enfant. Est-ce qu'il y a un programme aujourd'hui au Cameroun qui aide, qui accompagne les parents des enfants diabétiques? Effectivement, Mireille, depuis 2010, les enfants vivant avec le diabète au Cameroun bénéficient d'un accompagnement qui se fait à travers le programme Changing Diabetes in Children, qui est un programme international et qui travaille au Cameroun en partenariat avec le ministère de la Santé publique en vue d'offrir des soins de qualité aux enfants vivant avec le diabète. Partant du constat qu'avant 2010, non seulement on n'avait pas assez de diagnostics, mais également les enfants qui arrivaient dans des situations graves et beaucoup mouraient du fait de la méconnaissance de la maladie, du fait que le personnel de santé n'était pas suffisamment outillé et même du fait qu'ils avaient du mal à avoir accès à l'insuline. Donc, grâce à ce programme aujourd'hui, les enfants vivant avec le diabète dans les 10 régions du Cameroun bénéficient d'une prise en charge à travers des centres spécialisés de prise en charge qui sont logés dans les hôpitaux régionaux, à l'exception de l'hôpital régional de Bertois et celui d'Ebolova. Dans toutes les autres villes, nous retrouvons une structure qui prend en charge les enfants diabétiques avec du personnel qualifié, des endocrinologues, des pédiatres endocrinologues,
des médecins généralistes et des infirmières qui ont été formés au diagnostic et à la prise en charge du diabète. Et en plus de cela, les enfants bénéficient d'un approvisionnement en insuline tous les mois, ainsi que des bandelettes de glycémie qui vont leur permettre de faire leur surveillance à domicile. Ils bénéficient également d'un encadrement à travers l'éducation thérapeutique qui se fait régulièrement sur les différents sites et qui permet les échanges non seulement de manière individuelle avec chaque famille, mais de manière collective avec les enfants et les parents à travers des séances trimestrielles. Docteur, quelles sont les répercussions sur la vie de famille du moment où on diagnostique chez un enfant le diabète? Déjà, l'annonce est difficile. Ce que nous constatons, c'est que la plupart du temps, c'est les mamans qui portent le plus le poids de la gestion de la maladie, surtout quand l'enfant est tout petit, parce qu'elles doivent veiller à ce qu'il ait son traitement, qu'elles doivent administrer. Elles doivent veiller à ce qu'il ait fait ses glycémies et elles doivent aussi veiller à ce que l'enfant mange. Dans certaines familles, nous constatons que l'annonce de la maladie permet de resserrer les liens, mais dans la plupart des familles, il n'y a qu'une ou deux personnes qui s'impliquent autour de l'enfant, ce qui fait que le vécu de la maladie peut être difficile, peut parfois même conduire à des ruptures parentales parce que, par exemple, le père ne comprend pas bien ou alors la mère se sent submergée par les modifications sur le quotidien. Le quotidien où on n'avait pas forcément besoin de courir derrière l'enfant. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a eu son injection, est-ce qu'il a pris la bonne dose, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une complication, surtout les hypoglycémies qui parfois surviennent dans la nuit et qui peuvent nécessiter que la maman aille porter secours à son enfant et que parfois, à force d'avoir peur que l'hypoglycémie n'arrive, qu'elle se retrouve à ne pas dormir, à avoir des insomnies parce qu'elle surveille l'enfant. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il s'est enfoncé? Est-ce que, voilà. Donc, la gestion du quotidien, surtout au début, peut être difficile pour la famille et pour l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des avancées ou alors des progrès pour améliorer le quotidien de ces familles où on retrouve des enfants diabétiques, que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour les parents? On va dire qu'avec la venue du Covid-19, on a profité aussi des avancées en termes de réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent d'échanger avec les parents et même les enfants qui ont déjà des téléphones sur les problèmes au quotidien. Ça leur permet de gagner en assurance. Ça leur permet également de savoir qu'ils peuvent avoir un contact facile avec le personnel de santé. Ou avec son médecin traitant, celui-là qui le suit, de parler directement sans forcément se rendre à l'hôpital. Oui. Et également, ils peuvent aussi échanger avec leurs petits camarades parce qu'ils peuvent avoir des choses dont ils ne veulent pas forcément nous parler. Parler aux parents ou aux médecins. Voilà, mais en échangeant avec leurs amis qui sont un peu plus expérimentés, qui ont passé plus de temps avec la maladie, ils gagnent également en astuces et en assurance. La deuxième chose, c'est que sur le plan de l'administration des médicaments aujourd'hui, il y a des formes d'insuline qu'on peut administrer une seule fois par jour et des formes d'insuline même qu'on peut administrer tous les 2 jours. Cependant, ces formes ont un coût et ne sont pas encore disponibles dans notre contexte. Donc, si nous bénéficions de l'accompagnement des pouvoirs publics comme il est le cas aujourd'hui, peut-être que dans 2, 3, 5 ans, nos enfants aussi pourront bénéficier de ces avancées. Et également en termes de surveillance de la glycémie, il existe aujourd'hui des petits appareils qu'on appelle des capteurs de glycémie qu'on peut mettre sous la peau. Et là, on n'a plus besoin de piquer son doigt toute la journée, qui vont nous permettre de mesurer la glycémie en temps réel. Et avec un petit lecteur, on va juste le passer pour scanner, pour voir comment est notre glycémie. Est-ce que ce lecteur est déjà disponible au Cameroun? Non, pas encore. Et c'est ça, ce qui m'amène également à vous poser la question de savoir si on a, parce que c'est que du côté de l'Europe, c'est déjà disponible, ce pancréas artificiel-là qui est capable de diffuser automatiquement la juste dose d'insuline au quotidien aux patients diabétiques. Non, pas encore, mais ce sont des technologies qui
nous encouragent et qui nous permettent de penser que demain, si les moyens le permettent, les enfants camerounais aussi pourraient bénéficier de ces opportunités qui vont leur rendre la vie plus facile. Alors, avant de nous séparer, docteur Rita Bono, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ou des parents qui ont des enfants qui souffrent de diabète. Déjà, le premier message, ce serait de dire, si vous avez un enfant à la maison, quel que soit son âge, qui boit beaucoup, qui commence à uriner plusieurs fois, fréquemment dans la journée, ou alors qui ne faisait plus pipi au lit et qui recommence à mouiller son lit, pensez que ça peut être un diabète. Rendez-vous dans la structure sanitaire la plus proche et demandez à faire un test de glycémie qui se fait facilement et qui est disponible partout. La deuxième des choses, c'est de dire aux parents des enfants qui vivent avec le diabète que les équipes qui sont entraînées sont disponibles sur toute l'étendue du territoire pour vous accompagner. Nous, à l'hôpital La Quintini et à l'hôpital général de Douala, vous avez une équipe qui est disponible pour vous accompagner. Et sachez que le diabète, c'est une maladie chronique, mais que si nous prenons en charge nos enfants correctement, nous leur donnons leur traitement de manière régulière, tel que prescrit par le médecin, et qu'ils ont une hygiène alimentaire et une activité physique suffisante, ils pourront grandir et faire des projets comme tous les amis de leur âge. Merci, docteur Rita Bono, d'être passé sur ce plateau, d'avoir édifié les téléspectateurs sur la question du diabète infantile. Parce que le diabète, s'il faudrait parler du diabète dans son ensemble, on prendrait toute une journée. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser uniquement au diabète chez l'enfant. Merci Mireille pour cette plateforme de communication. Bienvenue, le programme c'est Check-up. Vous pouvez nous regarder en direct sur la page Facebook de Canal 2 International ou encore nous envoyer des messages WhatsApp ou des SMS via les adresses qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Après notre dossier sur le diabète, intéressons-nous à présent à la chronique que nous propose le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste. Et ce soir, il parle de la mauvaise haleine. Comment venir à bout de la mauvaise haleine et surtout comment la prévenir? On l'écoute. Bonsoir à vous et bienvenue à ce nouvel épisode de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, c'est la mauvaise haleine. La mauvaise haleine est une odeur désagréable, rebutante, qui émane de la cavité buccale lorsqu'on expire de l'air. La mauvaise haleine est dans 90% des cas d'origine buccale. Elle provient essentiellement de la mauvaise hygiène buccale, c'est-à-dire lorsqu'on ne se brosse pas suffisamment bien les dents et surtout lorsqu'on ne se brosse pas suffisamment bien la langue, on peut avoir une mauvaise haleine. Elle peut également provenir de la présence de caries dentaires ou de toute autre pathologie bucco-dentaire. On peut également retrouver la mauvaise haleine ou la mitose chez les patients porteurs de prothèses. Souvent, les patients porteurs de prothèses ne nettoient pas suffisamment bien leurs prothèses et là, ça peut entraîner la mauvaise haleine. Lorsque vous consommez certains aliments tels que l'ail, l'oignon, des produits riches en graisse et riches en protéines, ça peut également entraîner la mauvaise haleine. Et aussi toutes les situations qui vont entraîner une réduction de la production de la salive, par exemple chez les patients tabagiques, c'est-à-dire les patients qui fument régulièrement, chez les patients qui prennent certains médicaments qui vont entraîner une réduction de la production de la salive. En cas de diabète même également, on peut avoir une réduction de la production de la salive, ce qui peut causer donc la mauvaise haleine. En plus des causes bucco-dentaires qui sont effectivement majoritaires, c'est-à-dire plus de 90%, nous avons aussi les causes extra-buccales qui existent quand même. Nous avons par exemple les affections ORL qui peuvent entraîner la mauvaise haleine. Par exemple, en cas de sinusite,
En cas d'amygdalite ou de rhinite, on peut avoir une mauvaise haleine. En cas aussi d'affection respiratoire ou bien des problèmes gastro-œsophagiens, on peut aussi également avoir une mauvaise haleine. Que faut-il faire en cas de mauvaise haleine? Nous l'avons dit dès le départ, la mauvaise haleine est dans 90% des cas d'origine buccale. Donc la première chose à faire lorsqu'on a une mauvaise haleine, c'est d'abord suspecter les pathologies bucco-dentaires et donc se rapprocher de votre chirurgien dentiste pour un examen buccal afin de déterminer quelle pourrait être la cause de cette mauvaise haleine. Si vous avez donc des caries dentaires, il faut traiter ces caries. Si vous avez du tartre, il faut faire un détartrage. Il faut également aller dans votre alimentation pour détecter les différents aliments pouvant être à la cause de votre mauvaise haleine et essayer de les réduire. Ne surtout pas oublier l'importance et l'impact de l'hygiène buccale. Il faut donc améliorer votre hygiène buccale pour essayer de réduire cette sensation de mauvaise haleine. Lorsque la situation n'a pas été résolue chez le chirurgien dentiste, celui-ci peut vous orienter vers un autre spécialiste pour pouvoir détecter s'il y a une origine extra-buccale et donc trouver la solution par rapport à votre problème. Voilà, c'est tout pour ce numéro de la chronique du dentiste et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Check-up, c'est aussi l'opinion, la vie et les préoccupations des téléspectateurs. Nous avons recueilli quelques préoccupations dont je vais vous faire part tout de suite dans la rubrique « Allô, docteur ». Prenons la question de Pierre. Docteur, j'aimerais savoir si l'excès de prolactine est un facteur de stérilité. Si oui, comment ça se manifeste? Comment peut-on en guérir? Et pour répondre, notre consultant maison, le gynécologue obstétricien, le docteur Marius Ouacham. Chers téléspectateurs, ce soir nous avons une question à trois volets qui nous ont été adressées. C'est de savoir l'excès de prolactine a-t-il un effet sur la stérilité, de savoir quelles sont ses manifestations et comment est-ce qu'on en guérit. Alors il faut noter que l'excès de prolactine, qu'on appelle encore l'hyperprolactinémie, est une situation au cours de laquelle le taux de prolactine, c'est-à-dire l'hormone qui est responsable de la sécrétion du lait, est élevé dans le sang. Normalement, les situations dans lesquelles on les trouve élevés, c'est soit pendant l'allaitement ou alors pendant la grossesse vers la fin. Alors, il faut noter qu'en dehors de cette situation, lorsqu'elle se trouve élevée, en ce moment, elle est pathologique. Et elle peut justement avoir un impact sur la fertilité, parce qu'il faut noter bien la différence entre la stérilité et la fertilité. Il peut avoir un impact sur la fertilité en ce sens que cette hyperprolactinémie peut causer un problème au niveau des ovaires et empêcher, n'est-ce pas, ou alors compromettre l'ovulation. Donc vous allez avoir des patientes qui font des cycles anovulatoires ou bien qui voient parfois même des cycles très allongés. Alors il faut noter que comment est-ce que cela se manifeste? La plupart du temps, c'est une situation au cours de laquelle vous avez une patiente qui, lors de son examen systématique des seins, ce que nous recommandons d'ailleurs aux femmes de faire, elle fait la palpation et au moment de l'expression, il y a un écoulement qu'on a, c'est-à-dire du lait qui s'écoule à travers l'orifice du mamelon. Et en ce moment-là, il est important que la patiente aille consulter. Notamment pour ce qui est de comment en guérir. Ça, il faut déjà qu'on pose le diagnostic et qu'on identifie la cause de cette hyperprolactinémie. Alors, il faut noter que la plupart du temps, les causes sont bien connues et il est important pour la patiente de venir consulter pour que, avec le médecin, on puisse identifier la cause réelle et pouvoir apporter une guérison. Quoi qu'il en soit, il y a un traitement qui est approprié et quand le malade consulte, une fois que la cause est décédée, alors le traitement est adéquat. Alors nous vous remercions, nous disons merci et très bientôt pour les prochaines questions. Voilà,
nous espérons que vous avez été satisfaits par les réponses qui vous ont été données par nos différents spécialistes. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir. Envoyez-les via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. C'est ici que s'achève cette autre édition de Check-up. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, mais n'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.